Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à vous qui aimez l'histoire. Je voudrais aborder un sujet qui est d'actualité, mais aussi qui est historique. C'est le sujet qui concerne la femme. Je dirais la femme d'hier à aujourd'hui. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, il y a comme toute une flopée d'informations qui concernent la maltraitance que les femmes subissent dans nos sociétés actuelles. Elles seraient violées, elles seraient violentées, elles seraient esclavagisées, etc. Mais d'où est-ce que cela vient? Voyez-vous, l'ouvrage du très regretté professeur Cheikh Anta Diop, intitulé L'unité culturelle de l'Afrique, montre que les sociétés qui étaient des sociétés agraires et qui étaient des sociétés matriarcales ou matrilinéaires avaient un grand respect pour la femme. Simplement parce que ce sont des sociétés matrilinéaires qui s'appuient sur la femme. Leur organisation s'appuie sur la femme. Et en Afrique, beaucoup de groupes ethniques étaient matrilinéaires, avaient des sociétés matrilinéaires. La famille s'appuyait principalement sur la lignée maternelle. Même des groupes qui par la suite ont changé, surtout à cause de l'islam, mais ont changé de mode d'organisation, étaient anciennement matrilinéaires. Que ce soit les Soniké, que ce soit les Bambara, que ce soit les Malinké, que ce soit les Peuls, que ce soit les Touaregs ou les Keltamachek, que ce soit les Akans, etc. C'était des sociétés matrilinéaires. Même au départ, l'Égypte antique était matrilinéaire. Ces sociétés-là avaient un grand respect pour la femme parce que la perpétuation des lignages s'appuyait sur la femme. Donc, pour qu'elle puisse être la mère des enfants, il fallait la protéger. A contrario, les sociétés patrilinéaires au départ, notamment qui nomadisaient, les sociétés qui nomadisaient, notamment les groupes sémites comme les Arabes et autres qui nomadisaient, mais les femmes subissaient beaucoup de maltraitance. Moi, j'ai lu entièrement le Coran, mais il y a des passages du Coran qui dénoncent le fait que les Arabes, anciennement, à l'époque pré-islamique, sacrifiaient les filles. Parce qu'ils trouvent que les filles sont des bouches inutiles à nourrir. Vous voyez, même encore aujourd'hui, en Inde, où justement, c'est des systèmes patriarcaux, où la dot est apportée par les femmes. Donc, quelquefois, des familles, quand l'enfant qui naît, c'est une fille, mais ils s'en débarrassent. Vous voyez? En Chine, avec la politique de l'enfant unique, vous avez vu ce qui s'est passé. Beaucoup de filles ont été tuées. Quand l'enfant naît que c'est une fille, on dit, oh, c'est pas la peine, on la tue. Parce qu'il faut avoir un seul enfant et donc on dit que la fille est morte, donc on veut un fils pour perpétuer le nom. Et dans les sociétés indo-européennes, chez les groupes germaniques, qui étaient des guerriers nomades, mais c'était des guerriers nomades, donc ils n'avaient même pas le temps. Ils mènent une campagne, quand ils arrivent dans une zone, ils ont des relations avec des femmes, qu'ils appelaient d'ailleurs les femelles. Ils n'appellent même pas les femmes, ils appellent les femelles. Et quand ils ont fini leur expédition dans cette zone-là, bon, ils abandonnent la femme. Si elle a eu des enfants, ça, c'est pas leur problème. Puis ils continuent leur chemin. C'était comme ça. Ces sociétés patriarcales anciennes, c'était comme ça. Vous voyez? Alors que les sociétés matriarcales, c'était différent. La femme était chouchoutée parce qu'elle perpétue le lignage, le matrilignage.
C'est très important. Il faut lire l'ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique du professeur Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, je vous invite à lire tous ces ouvrages. Hein? Civilisation ou barbarie, hein? Etc. Ouais. Donc, aujourd'hui, on parle de la maltraitance des femmes. On dit que les femmes sont violées, etc. Il y a du vrai dedans, mais il y a eu aussi une exagération. Parce que soyons conscients qu'il y a une stèle qui est dans l'État américain de Georgie, qu'on appelle Guystone, où il y a des gens, sur cette stèle-là, rédigée en 8 langues, ont écrit qu'eux, ils veulent que la population humaine mondiale soit limitée à 500 millions de personnes. C'est-à-dire qu'eux, ils voudraient que 6 milliards 500 millions de personnes soient détruites. D'ailleurs, vous voyez, ceux qui font la promotion de la pédophilie, de l'homosexualité, quand les gens disent que non, même des enfants à 4 à 5 ans, on doit pouvoir leur permettre d'avoir des rapports sexuels. Il y a même des chefs d'État qui ont déclaré ça. Hein. Il faut suivre ce qui s'est fait sur les réseaux sociaux, ce qui s'est dit, ce qui est déclaré. Hein. Qui font la promotion de ce qu'on appelle LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Il y a une décadence, une déchéance morale totale. Alors, ceux qui sont partisans de ça, du lesbianisme, de la pédérastie, de la bisexualité, de la transsexualité, évidemment, ceux-là, vous voyez qu'ils n'ont pas de très bonnes pensées envers les femmes. Hein. Quand quelqu'un est homosexuel, un homme homosexuel, bon, pour lui, la femme n'a aucune importance. Vous voyez. Or, c'est la femme qui perpétue la vie. C'est elle qui donne la vie. Oui. Beaucoup de sociétés anciennes étaient conscientes de cela, surtout les sociétés africaines, elles étaient conscientes de cela. Et il y a, dans beaucoup de sociétés, c'était ainsi. Je vais... Oh oui. Il y a un ouvrage, c'est cet ouvrage-là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. J'espère que ce n'est pas totalement inversé. C'est intitulé « Les sociétés matriarcales, recherche sur les cultures autochtones à travers le monde ». C'est un ouvrage qui a été rédigé. C'est un ouvrage qui a été rédigé par une Allemande qui s'appelle Heide Göttner Abendroth. Voilà, c'est elle qui a rédigé cet ouvrage-là. Qui montre justement les sociétés matriarcales à travers le monde. Ces sociétés matriarcales, on les trouve un peu partout, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Indonésie, on les trouve un peu partout. Ces sociétés avaient un grand respect pour la femme. Mais aujourd'hui, le patriarcat s'est pratiquement généralisé. Alors, vous voyez même que, comme je le disais, le Coran a dénoncé ces assassinats contre les petites filles. Le Coran a dénoncé cela. Hein? Ces crimes contre les filles, ces sacrifices de filles dans les sociétés arabes pré-islamiques. Vous voyez? C'est cela. Et souvent, au Moyen-Orient, à l'époque antique, ceux qui faisaient le culte de Moloch, hein, ou de Baal, donc qui sacrifiaient des enfants à ces fausses divinités-là, souvent c'était beaucoup de filles qui étaient sacrifiées. Puisque les gens sont patrilinéaires, patriarcats, ils veulent perpétuer le nom de leur famille. Donc souvent, c'était des filles qui étaient sacrifiées. Vous voyez? Mais, dans nos sociétés africaines, comment la femme était protégée? La femme est protégée par sa famille. Ah oui, la femme est protégée par sa famille. Chez les Akans notamment, et dans beaucoup d'autres sociétés, quand le mari violente sa femme, quand il bat sa femme, c'est le frère de sa femme qui vient intervenir pour lui dire, mon ami, il faut que tu arrêtes de battre ma soeur. Si tu as des reproches à lui faire, mais il n'y a pas de problème. Tu peux poser le problème en famille. Puisque dans ces sociétés-là, le mariage n'était pas une affaire d'individu, c'est une affaire de famille. Le mariage était d'abord une alliance entre deux familles. Vous voyez? Alors qu'on va voir l'évolution en Europe,
l'évolution sera différente. Mais même anciennement, en Europe, le mariage était une alliance aussi entre deux familles, bien que le système était un système patriarcal. Vous avez vu les familles princières et royales en Europe. Les mariages étaient des arrangements entre familles à cause du pouvoir politique pour étendre les fiefs, etc. C'était comme ça. C'était comme ça. Oui. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que les choses vont changer d'abord, premièrement, en Europe. Mais en Afrique, donc, comme je le disais, quand un homme violente sa femme, bat sa femme, c'est le frère de sa femme là qui vient se plaindre pour dire tu arrêtes de battre ma soeur. Sinon, tu vas me trouver sur ton chemin. C'était comme ça. Et s'il n'écoute pas, notamment dans les sociétés quand c'était comme ça, s'il n'écoute pas, le problème est posé à sa propre mère. Si sa mère n'est pas vivante, c'est une tante en ligne matrilinéaire de sa maman. Enfin, une tante ouais, en ligne matrilinéaire, une tante qui a peut-être en ligne maternelle la même relation familiale avec sa maman. C'est celle-là qui l'interpelle. Et si sa maman est vivante, c'est sa maman qui l'interpelle directement. Pour lui dire, mon fils, il faut que tu arrêtes de violenter ton épouse. Parce que ton épouse, elle est une femme comme moi-même. Vous voyez? Donc c'était comme ça. Et quand il n'écoute pas, il continue. Alors les deux familles se réunissent pour statuer sur la question. Puisque c'est d'abord, le mariage était d'abord une alliance entre deux familles. Vous voyez? Donc quand ça ne va pas dans le couple, ce sont les deux familles qui se réunissent pour statuer sur la question. Et quand les deux familles ne se sont pas entendues, alors l'affaire passe dans la main de la chefferie. Et si le mari n'a pas raison, mais il va payer une très lourde amende. C'est comme ça. Il paye une lourde amende. Vous voyez? Il paye une lourde amende. C'est comme ça que cela se passait dans nos sociétés traditionnelles. Et dans beaucoup de, comme je l'ai dit, beaucoup de sociétés africaines étaient matrilinéaires. Mais comment se fait-il que la femme va se retrouver esselée? En Europe, au départ, la femme aussi était protégée par sa famille. Vous voyez, même quand elle est mariée dans le village ou dans la ville, mais sa famille s'y trouve. Donc elle est protégée par sa famille. Mais quand il y a eu la révolution industrielle, quand il y a eu l'industrialisation en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont quitté les campagnes pour aller en ville pour travailler dans les usines, dans les entreprises, dans les mines. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais là où ils sont allés trouver du travail là, mais l'homme lui-même peut-être est séparé de sa famille. Il est loin de sa famille. Il est allé en ville pour chercher du travail. Sa femme aussi qu'il a épousée, bon, elle est à ses côtés et puis ils sont dans une ville. Donc c'est le couple seulement. Donc avec la révolution industrielle, le mariage, l'alliance matrimoniale est devenue une affaire entre un homme et une femme. C'est comme ça que le mariage est devenu une affaire entre un homme et une femme en Europe. Sinon, avant, au départ, ce n'était pas comme ça. C'était aussi une alliance entre familles. Mais en ligne patriarcale, c'était comme ça. C'était comme ça. Vous pensez que la famille impériale des Habsbourg allait laisser Marie-Antoinette être maltraitée par le roi Louis XVI? Non. Vous comprenez? Donc, à ces époques-là, c'était, même en Europe, une alliance entre familles. Mais à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle, que les gens vont en ville, ils sont esselés. Et quand il y a un couple, quand le mari bat sa femme, à qui la femme peut avoir recours? Même encore aujourd'hui, quelquefois, quand des femmes sont battues et qu'elles vont porter plainte à la police, quelquefois la police minimise leur plainte. Vous voyez? La police minimise leurs plaintes. Vous voyez? C'est ça. C'est ça qui a fait que la femme s'est retrouvée sans protection. Dieu merci, aujourd'hui, il y a des femmes qui apprennent à se défendre. Ah oui. Elles pratiquent des arts martiaux et elles sont capables de se défendre. Et puis souvent, dans les sociétés anciennes en Europe, souvent les gens craignaient les femmes parce que ils dominaient la femme. Donc, ils craignaient le pouvoir souterrain de la femme qui, faisant la cuisine haute, pouvait les empoisonner. Excusez-moi d'en rire, mais c'était ça. Vous voyez? C'était ça. Donc, nos sociétés actuelles,
où nous sommes dans des grandes villes, l'homme n'a pas forcément des parents dans le lieu où il travaille. Sa femme n'a pas forcément des parents dans le lieu où elle est installée avec son mari. Mais quand elle est l'objet de maltraitance, elle est esselée. Mais souvent, elle hésite à aller porter plainte à la police parce qu'elle ne veut pas que son mari soit emprisonné. Parce que si son mari est emprisonné, mais elle-même, cela a un impact sur elle, cela a un impact sur les enfants. Donc, quelquefois, elle reste là à cause de cette situation-là, à subir la maltraitance de l'homme. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Donc, voilà un peu la situation que la femme vit. Mais moi, je pense que les choses vont changer. Il y a certes des associations de défense et de protection de la femme, mais quelquefois, qui exagèrent un peu. Voilà. Pour un petit conflit, vont loin. Mais dans un couple, les conflits ne peuvent pas manquer. Elles doivent d'abord, ces associations, chercher à concilier les couples que de vouloir régler le problème par tu as raison, tu as tort. Par des moyens judiciaires. Ce n'est pas toujours bon. Et c'est pour ça qu'en Europe et dans nos sociétés dites modernes, on a trouvé des conseillers matrimoniaux pour régler ces problèmes-là. Mais quelquefois, ces conseillers matrimoniaux, eux-mêmes, ils ne sont même pas mariés. Toi, tu n'es pas marié, tu as appris les problèmes de mariage sur papier. Comment toi, tu peux régler le problème d'un couple? C'est vrai, hein? Tu es un conseiller matrimonial, tu es une conseillère matrimoniale, mais toi-même, tu n'es même pas marié. Vous voyez? Donc, voilà un peu la situation que vit la femme actuellement. Voilà. Il faut que, comme je l'ai dit, ces sociétés de protection de la femme aient d'abord un rôle conciliateur. C'est quand vraiment l'homme n'entend pas raison et qu'il continue d'être violent, alors on peut passer à la seconde phase. On peut passer à la seconde phase. Oui. On peut passer à la seconde phase. Celle de la phase où le problème alors est réglé en justice. Je peux dire que ça doit être la solution extrême. Ça doit être la solution extrême. Oui. Donc voilà la situation de la femme. Les femmes doivent apprendre à se défendre. Ah oui. Parce que la femme a une capacité de se défendre. Hein. Est-ce que dans le royaume du Dahomey, qu'on appelle aussi le royaume d'Abomey, il n'y avait pas une unité spéciale de l'armée du roi d'Abomey qui était constituée de femmes qu'on appelle les Agoledi? Si. Donc c'est ça. Elles peuvent se défendre. Pour éviter que l'homme, dans ses désordres, la maltraite. Honneur aux femmes. Honneur à nos mamans. Mais vous remarquez que curieusement, hein, l'homme, mais vous pouvez injurier son père, mal parler de son père, il ne réagit pas. Mais dès que vous dites un petit mot déplacé sur sa mère, il entre dans une colère évidente et légitime. Alors, si nous avons un tel respect pour nos mères, nous devons avoir le même respect pour nos épouses et surtout ne jamais porter la main sur elles. Ça, vraiment, ne jamais porter. Tu peux te mettre en colère, tu peux dire des choses, mais il ne faut jamais lui porter la main. Honneur aux femmes, honneur aux mamans. Et il faut que nos sociétés protègent la femme pour qu'elle ne soit pas obligée de se prostituer, d'être dans des maisons closes où sa dignité n'est pas respectée. Ce n'est pas possible. Il faut que nos sociétés mettent fin à ça. On dit non, on n'y peut rien, c'est le métier le plus vieux du monde. Depuis quand la prostitution est un métier? Et puis on dit maintenant, je dis les professionnels du sexe. C'est des choses dévalorisantes pour la femme. Elle est la mère. Non. Elle est la mère. Et son corps là est important. C'est son corps là qui produit la vie. Ça ne doit pas être exposé au premier arrivé parce qu'il donne de l'argent. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que ces choses-là prennent fin. Oui. Il faut que ces choses-là prennent fin. Eux, ils ont dit, ouais, les travailleurs du sexe. Et on laisse faire ces choses-là. On laisse faire ces choses-là.
C'est immoral, ce n'est pas bon qu'on mette fin à ça. C'est pour ça que quand on parle d'autonomisation de la femme, c'est une très bonne chose. Je sais par exemple que dans les sociétés à Caen anciennement, mais l'homme là, qu'est-ce qu'il apporte à la maison pour la nourriture? C'est souvent les protéines, le poisson, la viande. Mais tout ce qui concerne le reste, c'est-à-dire la banane, plantain, le riz, l'igname, les tomates, les aubergines, etc. C'est la femme qui plante ça. C'est la femme qui plante ça. L'homme, disons, débroussaille une partie de terre. Et puis maintenant, bon, c'est la femme qui s'occupe de ça. Moi, enfant, j'ai été témoin de cela. Oui. Mon oncle, ses femmes, ses deux femmes, c'était comme ça. C'est elle-même qui apportait ces choses-là. La banane, les aubergines, le piment. Souvent même, dans une partie de la cour, à l'arrière de la cour, les femmes plantaient le piment, l'aubergine, enfin, des légumes. Voilà. Quand elle en a besoin, elle va juste derrière la maison et puis bon, elle prend ça pour la cuisine. L'obligation de l'homme, c'était d'apporter les protéines, le poisson, la viande. Chez les Akans, c'était comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a une expression chez les Nzema où la femme dit, mais tchefale, pour montrer son indépendance financière. Quand elle dit, mais tchefale, fale là, c'est une sorte de tissu très long à l'intérieur duquel elle met son argent. Et puis elle met ça à sa taille. Oui. Pour dire que financièrement, elle est autonome. Qu'elle ne dépend pas de son mari. C'est ce que la femme Nzema disait, mais tchefale. Et c'était comme ça chez beaucoup de femmes à Caen. Vous voyez? Pour ne pas dépendre financièrement de son mari. Non. Vous voyez? Donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai voulu vraiment dire un peu mon point de vue sur la situation de la femme, en faisant aussi, je peux dire, un clin d'œil dans l'histoire, la situation de la femme dans l'histoire. Et aujourd'hui, il faut avouer que la situation de la femme aujourd'hui n'est pas facile. Mais c'est une affaire aussi de volonté politique. C'est une affaire de volonté politique. Si politiquement on veut régler les problèmes, bon, on peut les régler. Pour éviter que la femme soit objet de maltraitance. Mais aussi, il faut empêcher ces gens du désordre qui veulent faire de la femme un objet sexuel, travailleur du sexe, etc. La prostitution, le plus vieux métier du monde. Ah bon? Qui vous a dit que c'est le plus vieux métier du monde? Comment vous savez ça? Ça ne fait pas sérieux. Je suis professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.